avancé sur plusieurs sujets de fond et qui, je crois, a montré la force qu'il y avait dans la relation entre l'Inde et la France. Et la nature de l'accueil, l'enthousiasme inédit, au dire de nos hôtes indiens aujourd'hui, a manifesté quelque chose de très particulier à l'endroit de notre pays, que je considère comme un signe fort de l'intérêt pour la France et de la nouvelle étape dans le partenariat que nos deux pays peuvent aujourd'hui consolider. Le premier élément sur lequel nous avons avancé, qui était le premier objectif de ce déplacement, c'est le partenariat stratégique entre l'Inde et la France, un partenariat de sécurité collective pour toute la sous-région et en particulier, évidemment, l'océan Indien. Sur ce sujet, nous avons non seulement confirmé des engagements passés, avec une volonté indienne de poursuivre dans le cadre des contrats actés, qu'il s'agisse des avions de combat ou des sous-marins, mais nous avons également défini des partenariats nouveaux, un partenariat stratégique renforcé, des échanges militaires, des échanges d'informations sensibles, une coopération satellitaire, une coopération cadre sur les moteurs d'avions de combat à venir qui ont permis de passer une nouvelle étape et qui correspond bien au moment géopolitique que nous vivons. L'Inde est aujourd'hui notre allié stratégique dans la sous-région et la France, en tant que puissance de l'océan Indien et du Pacifique, a tout intérêt à assurer la stabilité de cet espace et d'éviter toute forme d'hégémonie qui viendrait le déséquilibrer. Je pourrais là aussi revenir, si vous le souhaitez, sur tous les détails. Le deuxième pilier de cet échange, de ce déplacement, c'est évidemment la relation bilatérale. Celle-ci se structure, à mes yeux, autour de quelques sujets fondamentaux. Le premier, ce sont nos coopérations en matière énergétique. J'y reviendrai sur le plan international. Nous avons, sur à la fois le renouvelable et le nucléaire, passé une étape qui était très structurante. Et les deux sont cohérents avec une stratégie de réduction des émissions de CO2 qu'a actée l'Inde. Quand on veut décarboner son économie, on passe par le renouvelable, mais qui demeure, je le rappelle, une énergie intermittente, et par le nucléaire, la France étant à cet égard un modèle qui est une énergie qui permet de produire de l'électricité de manière non carbonée. C'est à ce titre que nous avons acté de nouveaux financements de l'Agence française de développement en matière justement de grands projets énergétiques, que nous avons tout à l'heure inauguré un champ de solaire donc dans l'Uttar Pradesh, qui est un projet dans lequel la France a été partenaire avec l'entreprise Engie et qui a permis, dans un lot plus large de 600 MW, d'ouvrir 100 MW, qui donnera des opportunités de travail à environ 800 personnes. Et à côté de cela, nous avons passé une étape dans la coopération nucléaire, puisque sur le nucléaire civil, nous avons posé les bases d'un accord industriel qui devra être donc finalisé dans les prochains mois par les opérateurs industriels eux-mêmes, mais qui acte justement de ce partenariat, de ces termes stratégiques, et qui permettra à EDF, sous réserve des finalisations à négocier dans les mois qui viennent, de déployer 6 EPR à Jatapur, ce qui est une étape extrêmement importante dans le cadre de cette stratégie. Au-delà du sujet de l'énergie, et en parfaite cohérence avec celui-ci, c'est une stratégie commune en termes de mobilité nouvelle et de ville intelligente. L'Inde s'est lancée dans un grand programme de ville intelligente parce que l'une des grandes transformations dans ce pays continent, c'est le fait que dans les prochaines années, le nombre d'urbains va doubler. L'Inde va passer d'environ 410 millions d'habitants vivant en ville à un peu plus de 820 millions. Il est donc indispensable d'accompagner cette transition et la France a toutes les qualités pour le faire. Nous avons des groupes et des grands groupes internationaux qui sont structurés dans tout ce qui correspond à l'offre des villes nouvelles et des villes intelligentes, qu'il s'agisse de la construction, des transports, de la maintenance des transports, du traitement des eaux usées, jusqu'au logiciel de gestion des villes intelligentes. Nous avons donc acté les 3 villes qui étaient attribuées à l'offre française. Nous allons aller au-delà. Nous avons d'ores et déjà lancé des projets très structurants de mobilité, en particulier financés par l'Agence française de développement, qui implique là aussi plusieurs de nos acteurs. Delhi Chandigarh étant un exemple parfait de ces nouvelles mobilités, avec une ligne qui sera ouverte et qui permettra là aussi de
penser ces nouvelles mobilités et de les mettre en œuvre. Et donc sur l'ensemble de cette famille de sujets, la France est présente et apparaît comme l'un des partenaires stratégiques de l'Inde. Nous allons donc poursuivre le travail, qu'il s'agisse des entreprises de transport, des smart cities, et c'est ce que le forum des dirigeants d'entreprises que nous avons conclu avec le Premier ministre Modi a permis de consacrer. Le troisième élément clé de cette relation bilatérale, ce sont les échanges de personnes, et donc l'éducation, la culture, les liens académiques et de recherche. Nous avons en effet de nombreuses opportunités à saisir pour aller plus loin. D'abord en développant davantage le français en Inde. Il y a 500 000 apprenants, nous pouvons, et c'est notre objectif, doubler dans les prochaines années le nombre d'apprenants. Le réseau d'Alliance française est vivace, mais nous souhaitons le développer encore, lui donner plus de moyens, renforcer l'offre scolaire dans le pays et réussir à multiplier nos initiatives pour arriver à 1 million d'apprenants. Cela passe aussi par une plus grande visibilité de la France et un travail d'explication de ce que permet la France et l'accès à la francophonie, c'est-à-dire l'accès à des marchés nouveaux, l'accès à des géographies que ne permet pas forcément la langue anglaise, ce que je me suis employé à faire durant tout ce déplacement. Et je crois qu'à cet égard, l'attraction pour la France, ce goût de France que nous avons pu voir, est un élément important que nous allons cristalliser à travers les initiatives qui seront prises en la matière. Donner davantage d'attractivité à la France, c'est aussi renforcer nos liens culturels et humains. C'est pourquoi je nous ai fixé l'objectif dans les 2 années à venir de doubler le nombre d'étudiants indiens venant justement poursuivre leurs études en France. Nous sommes aujourd'hui à 5 000, ce qui est très faible parce que les Indiens ont historiquement choisi beaucoup plus d'aller ou en Grande-Bretagne et même, je dirais, en Allemagne. Je souhaite que nous puissions le doubler au moins. C'est aussi pour cela que nous avions fait venir avec nous les universités comme les grandes écoles. Cela passe également par des filières que nous allons structurer ensemble. Et cet objectif, nous l'avons acté dans la feuille de route commune avec le Premier ministre Modi. Nous avons aussi défini plusieurs partenariats de recherche qui permettront des échanges entre nos chercheurs et entrepreneurs. Nous avons lancé un programme de Young Leaders qui a permis d'identifier des talents indiens, la réciproque sera vraie, en leur donnant des opportunités en France, avec des accès facilités, soit pour leurs travaux de recherche, soit pour le développement de leur entreprise, ce qui contribue d'une stratégie complète, justement d'une plus grande attractivité pour la France et d'un déploiement de ses relations personnelles. La culture et la gastronomie sont aussi des leviers importants. La délégation qui m'accompagnait en témoignait à elle seule. Et je souhaite que nous puissions aller plus loin. Le Premier ministre Modi s'est montré très allant sur ce sujet, en développant les liens entre notre cinéma et Bollywood, ce qui nous donnera à la fois des opportunités économiques, sur lesquelles s'est fortement engagé le Premier ministre, encore tout à l'heure lorsque j'ai échangé avec lui, mais ce qui permet aussi de défendre 2 grands cinémas non anglo-saxons au monde. Et je crois que c'est important pour développer un imaginaire conjoint. Bollywood est extrêmement actif, développe énormément de projets, porteur d'un imaginaire indien qui s'est ouvert au monde, rayonne d'ailleurs dans toute la région comme dans la région du Golfe. Et je crois qu'il est important pour nous stratégiquement, je crois beaucoup moi à cette stratégie culturelle et de l'imaginaire, d'être des partenaires de Bollywood et de développer aussi la présence du cinéma français en Inde comme les options de tournage dans nos 2 pays, comme il est important, et je le dis en présence de Jean-Claude Carrière qui l'a fondé, de développer justement nos relations en termes de formation sur le plan cinématographique, la FEMIS étant considérée comme une école de référence à ce titre. Les opérations que nous avons conduites ces derniers mois en termes de gastronomie ont montré toute la vitalité de cette relation, en tout cas la curiosité réciproque. Et donc nous allons continuer à développer cela parce que nous sommes ici dans une grande puissance agroalimentaire où la capacité à développer la gastronomie française est aussi un levier de développement de relations humaines mais également économiques. Et ensuite, je souhaite que nous puissions intensifier les liens culturels. C'est pour ça que des éditeurs, des écrivains, des artistes, des créateurs de mode français m'accompagnaient et que j'ai pu voir hier soir dans l'atelier de Subodh Gupta nombre d'équivalents indiens, parce que je pense que c'est très important qu'il y ait une fertilisation croisée, en tout cas des échanges beaucoup plus intenses entre nos artistes. Les imaginaires ne sont pas voisins, mais ils ont des choses à se dire. Et je considère pour ma part que c'est un élément de la relation stratégique extrêmement important qui permet à tout niveau
de créer des ponts entre nos cultures, mais également des opportunités. Ce déplacement m'a également permis d'avoir des échanges multiples et d'envoyer aussi des éléments clairs d'intérêt profond que nous portons à l'égard de ce qui compose l'Inde dans sa pluralité. J'ai pu rencontrer l'écrivain Arundhati Roy il y a 2 jours donc, à Delhi. Nous avons eu un échange artistique et politique. J'ai pu me rendre hier donc, au Taj Mahal pour voir ce qui est l'un des héritages de la période moghole et donc de l'art islamique dans ce pays. Et nous avons passé une partie de la journée avec nombre d'entre vous dans une ville emblématique de l'hindouisme et d'une autre racine culturelle, civilisationnelle même, de ce pays. Ces différents visages montrent la variété de l'Inde, ce qui est aussi sa force, ce qui doit nous conduire à une humilité constante quand on aborde un tel pays, ce qui nourrit la fascination, mais me conforte dans l'idée que la France a beaucoup à faire, elle qui sait penser la complexité et qui sait la faire vivre, avec un pays comme l'Inde. Enfin, nous avons pu, hier matin, lancer l'Alliance solaire internationale avec le Premier ministre Modi, qui a acté un engagement lancé par l'Inde en 2015 et que nous avions conforté ensemble en juin dernier à Paris lorsque le Premier ministre Modi m'avait rendu visite. Cette Alliance solaire internationale, qui a un peu plus de 100 pays signataires, a pour objectif de produire 1 TWh d'énergie solaire, mobiliser 1 000 milliards de dollars de financement. C'est un objectif qui est réalisable si la mobilisation est à la hauteur des signataires et de ce que nous avons commencé à démontrer hier, avec la volonté d'avoir des projets concrets et donc d'ouvrir une bourse de projets en ligne, les 100 premiers sont déjà identifiés, de démultiplier les financements publics et privés. Et à ce titre, nous nous sommes dit avec le Premier ministre Modi justement que nous allions dans la foulée à la fois de ce sommet et du One Planet Summit du 12 décembre dernier, mobiliser les philanthropes qui ont acté justement de leur pleine implication. Et cela suppose une mobilisation en termes de formation. L'exemple des Solar Mamas que nous avons eu hier, si je puis dire, était emblématique au premier chef, comme en termes de développement de la recherche fondamentale comme appliquée, parce que la recherche est ce qui permet de baisser drastiquement le coût de l'énergie solaire, comme de toutes les énergies. Sur ce sujet, je considère que c'est une mobilisation extrêmement importante, qui est à la fois efficace sur le plan économique et juste sur le plan social et climatique. Voilà ce que je souhaitais en quelques mots rappeler de ces 3 jours de déplacement qui, je crois, ont consolidé une relation ancienne entre nos 2 pays, mais ont permis également d'ouvrir une phase peut-être encore plus chargée d'émotions, de liens personnels et d'un nouveau visage que la France a décidé de prendre. Je vais maintenant répondre à toutes vos questions. Je vous entends en fait assez mal, pour être honnête. À mon avis, parlez fort, sinon. Ah oui, ça marche. Je disais que ce matin, sur le bateau, se trouvait près de vous Yogi Adityanath, le ministre en chef de l'Uttar Pradesh, mais qui est surtout un extrémiste hindou, islamophobe, qui est poursuivi en justice pour tentative de meurtre, intimidation criminelle, incitation à la haine, dégradation de lieux de culte, qui se trouve à la tête d'une milice hindoue qui s'adonne à des ratonnades dans l'État. Comment pouvez-vous assumer cette proximité ? Eh bien, écoutez, de manière assez simple, je ne suis ni la démocratie ni la justice indienne. Nous sommes ici dans la plus grande démocratie du monde, sur le plan quantitatif. Et on peut reprocher à des pays d'avoir des dictateurs et à ce moment-là dire « je ne suis pas favorable » et de refuser de les voir, de leur serrer la main. Et c'est un choix à ce moment-là dit de réel politique. Je ne partage rien des idées que vous venez d'évoquer. Mais je suis ici dans un pays qui est une démocratie. Elle l'a montré d'ailleurs au niveau fédéral en élisant M. Modi, après des années et des années, même des décennies où le parti du Congrès a dirigé. Et les dernières élections ont en effet élu le monsieur que vous venez d'évoquer. Je trouve que ce serait une drôle de conception de la souveraineté populaire que nous avons fondée de par notre histoire. De dire « je crois à la démocratie et je défends la démocratie, sauf quand elle n'est pas avec mes valeurs ». Donc j'acte les désaccords, je ne partage rien de tout cela, mais j'assume totalement d'être à côté d'un responsable
d'un État fédéré élu à l'invitation d'un Premier ministre élu dans le cadre du partenariat que je viens d'évoquer. Bonjour, Monsieur le Président. Dylan de Souza, France 24 en anglais. J'ai une question pour vous, mais je vais poser en anglais si vous me permettez. France and India demonstrated to the world with the International Solar Alliance that they could work together to tackle climate change. Could the two countries shape global affairs, potentially with regards to the situation in Syria? India has great relations with Russia and Iran, two of the countries involved in the Syrian conflict. And Narendra Modi has great relations with Vladimir Putin. Could India be used as a go-between? Écoutez, nous avons parlé de tous ces sujets avec le Premier ministre Modi et nous avons, je crois, une vision extrêmement forte et commune, vous l'avez dit, sur les sujets énergétiques et environnementaux. Nous l'avons également sur les sujets de sécurité régionale et nous avons évoqué le sujet de la Syrie. La France parle à la Russie comme à l'Iran. Il y a encore une semaine, j'ai eu une discussion très longue avec le président Rouhani comme le président Poutine et le ministre des Affaires étrangères s'est rendu en début de semaine dernière en Iran. Donc nous n'avons pas besoin de go-between. Nous avons partagé des vues communes. Les relations sont différentes avec ces deux pays parce que les proximités géographiques ne sont pas les mêmes. Les échanges, y compris énergétiques, ne sont pas les mêmes qu'il s'agisse de la France ou de l'Inde. Mais la France parle à la Russie comme à un autre membre permanent du Conseil de sécurité, une nation qui doit respecter les résolutions qu'il a parfois actées. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez plus longuement. Comme la France parle à l'Iran, et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de m'exprimer avec l'Iran comme sur l'Iran sur ce sujet ces derniers mois. Donc nous avons évoqué la situation. Nous avons des vues qui sont sur certains sujets convergentes, mais l'un des moins impliqués sur le dossier syrien que nous ne le sommes, même si le souhait de l'Inde, que j'ai bien noté de la part du Premier ministre Modi, est de travailler aussi à la sécurité collective de la région. Et je crois que si tel est son objectif, comme il me l'a dit, l'intérêt de l'Inde est aussi de construire en Syrie une solution politique inclusive et durable, et donc de ne rien céder aux dictateurs et de ne rien concéder à ce que nous sommes en train de voir sur le terrain, c'est-à-dire des situations humanitaires inacceptables. Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez me donner votre définition du mot privé, puisqu'hier, il y avait beaucoup de caméras, beaucoup de photographes pendant votre visite privée du Taj Mahal? Je tiens à vous remercier de l'intérêt de votre question après une visite de 3 jours dans un pays comme l'Inde, qui manifeste toute la richesse que vous avez dû tirer de ce déplacement, tout l'intérêt que vous portez à ces questions stratégiques, à ce que je dis depuis le début de notre rendez-vous. Je voulais dire par là que je n'étais pas accompagné par des officiels. Je crois que plusieurs d'entre vous étaient satisfaits de pouvoir être là. Quand vous êtes président de la République et à l'étranger, vous êtes souvent accompagné, comme je l'avais fait en Chine, lorsque je m'étais rendu dans quelques lieux avec mon épouse, pour mieux comprendre un pays. Mais si la frustration de ceux qui n'étaient pas là les conduit à poser des questions de ce type, c'est en effet à se poser la question jusqu'au bout de savoir si ça ne devrait pas être totalement fermé aux médias. Et je tiens vraiment à vous remercier pour la grande qualité dont vous venez de faire preuve. S'il y a des questions de fond, je les prends toutes. Bonjour Monsieur le Président. À propos de la Russie et de la Syrie, dans une interview au Monde aujourd'hui, François Hollande appelle les puissances démocratiques, dont la France, à agir rapidement en aide des Kurdes face à la Turquie et au régime syrien. Il estime également que nous sommes trop faibles face à la Russie de Poutine. Si la Russie est menaçante, elle doit être menacée, dit-il. Quelle est votre réaction à ce conseil à peine déguisé? Je ne réagirai pas, tant il est vrai que dans la vie démocratique française, les rôles sont bien définis. Le président de la République a une responsabilité, et auprès de lui, le ministre des Affaires étrangères aussi. Et après, il y a, dans le cadre de la vie démocratique, des commentaires. Mais chacun prend ses responsabilités. Pour ce qui est de la Russie, la France, depuis le mois de mai dernier, a une politique constante et cohérente.
sans connivence, mais en cherchant à être efficace, et donc en restaurant un dialogue qui installe le rapport de force et qui cherche à obtenir des avancées. Ces dernières années en Syrie, est-ce que les moments d'absence de dialogue complet avec la Russie ont permis d'avancer davantage? Dois-je vous rappeler Alep ou des situations comparables? Je n'ai pas le sentiment que l'absence de dialogue ait permis d'avancer. Donc, l'option que nous avons prise, c'est d'avoir un dialogue constant mais exigeant. Et cette exigence, je l'ai, dès le mois de juin dernier à Versailles, posée très clairement. La ligne rouge sur l'utilisation des armes chimiques, constamment réaffirmée, et je pourrais y revenir si vous le souhaitez, et que nous surveillons méthodiquement de près, et sur laquelle nous avons construit des capacités propres d'action, si besoin était, le jour où je le déciderai. Et de l'autre côté, la demande ferme des accès humanitaires et des convois humanitaires en cas de situation inacceptable. C'est ce qui advient depuis plusieurs semaines dans la Ghouta orientale. C'est ce qui m'a conduit à demander au président Poutine, d'abord avec la chancelière Merkel il y a plusieurs semaines, puis dans un échange bilatéral la semaine dernière, de pouvoir assurer ces convois. C'est ce qui a fait, il y a maintenant 15 jours, un peu plus, que sous pression de la France, et parce qu'il y a eu un très gros travail diplomatique de la France, la Russie, pour la première fois depuis longtemps, n'a pas opposé son veto à la résolution 2401, mais l'a signée. Dans le cadre de cette résolution, la Russie a fait des concessions. Elle a permis des trêves de quelques heures. Après notre discussion de la semaine dernière, elle a augmenté ces trêves pendant quelques jours et elle a permis l'accès de certains convois. Donc nous avons eu des résultats, mais qui ne sont pas à la hauteur de la résolution. Et donc de manière très claire aujourd'hui, je souhaite que nous puissions rappeler à une grande puissance signataire de cette résolution, puisqu'elle n'a pas apposé son veto, de la respecter intégralement. C'est aujourd'hui cela qu'il faut faire. Et donc, la respecter intégralement, ça veut dire se mettre en conformité avec ce qu'elle a elle-même accepté à la table des Nations Unies. Avec l'ensemble de nos alliés, c'est ce débat que nous porterons dans quelques heures aux Nations Unies, en montrant que les concessions faites ne sont pas suffisantes sur le terrain par la Russie, mais au premier chef par le régime syrien et leurs alliés iraniens. C'est la même discussion que j'ai eue il y a une semaine avec l'Iran. Donc voilà la politique qui est conduite par la France, d'exigence, de discussion et d'action, je crois pouvoir le dire, inédite au sein des Nations Unies. Il n'y a pas un autre pays, regardez l'action diplomatique qui est en train de se déployer aujourd'hui, qui est aussi actif que nous pour obtenir des résultats diplomatiques sur le sujet syrien. Il n'y en a pas un autre. Maintenant, il faut être très clair. Quelle est l'étape qui suit? L'étape qui suit, si vous voulez faire peur ou intervenir à des puissances qui décident le choix militaire, c'est d'intervenir militairement. La France n'interviendra pas militairement sur le sol en Syrie, je vous le dis très fermement. Et je crois que beaucoup de gens qui donnent parfois des leçons ont parfois eux-mêmes décidé la même chose, à juste titre. Julien Sauvaget, France 24, en français. Je voudrais revenir sur ce projet de vente des 6 EPR. Vous l'avez dit, c'est une énergie non carbonée, mais quand on voit le retard de l'Inde sur le traitement des déchets ménagers, qu'en est-il du traitement des déchets nucléaires qui, eux, durent des milliers d'années? La France va-t-elle le prendre en charge? Alors, il y a plusieurs sujets qui viendront accompagner le déploiement du nucléaire si l'Inde en fait le choix jusqu'au bout, et qui sont tous des sujets sensibles. Ce sont en effet des débats démocratiques qui doivent se construire localement, mais sur le sujet des déchets, je ne comparerai pas les deux réalités. Il y a une vraie stratégie de traitement des déchets du quotidien, des déchets ménagers, que l'Inde doit développer. Et là-dessus, d'ailleurs, je l'ai indiqué au Premier ministre Modi, la France souhaite être partenaire. Nous avons mis en place une stratégie d'économie circulaire. C'est un véritable fléau pour l'Inde, pour ses villes, pour ses fleuves. Et donc, notre souhait, c'est avec les entreprises qui sont acteurs dans ce domaine, qu'il s'agisse des grandes entreprises ou des start-up françaises, de pouvoir participer à la stratégie qui doit se déployer dans le pays dans les années à venir. Quand on parle ensuite de déchets nucléaires, surtout si on évoque le programme des EPR, on ne parle pas d'un même rapport au temps, et on a ensuite des solutions technologiques sur lesquelles nous sommes nous-mêmes en train d'avancer. Je rappelle que la France est une puissance nucléaire depuis quelques décennies. Elle sait très bien gérer
des déchets de court terme, elle est en train aujourd'hui de travailler à la solution d'enfouissement de long terme, et vous voyez que c'est à hauteur d'une génération. Donc je crois que si on hiérarchise les facteurs et le temps, je n'écraserai pas ces deux débats l'un sur l'autre. La priorité, c'est en effet la gestion des déchets ménagers et la construction d'une véritable économie circulaire qui accompagnera d'ailleurs la stratégie solaire. C'est ensuite d'avoir une vraie stratégie de réduction des émissions de CO2. Vous connaissez les niveaux de pollution, en particulier en ville, d'ailleurs, qui sont liés au modèle productif et au modèle de mobilité indien, qui doit être profondément révolutionné. Le Premier ministre Modi a pris des engagements forts. Et il y a dans cette stratégie la place que prendra le nucléaire. Et donc, il y aura à gérer ensuite le sujet des déchets, qui est un débat que l'Inde aura à mener, mais sur lequel l'Inde aussi pourra apporter ses propres solutions. C'est une question stratégique que nous aurons abordée en temps voulu. Oui ? Monsieur le Président, Mounia Daoudi, RFI. Vous avez souvent cité pendant ce voyage l'Afrique. De nombreux chefs d'État africains étaient présents au sommet de l'Alliance solaire internationale. Est-ce qu'on peut voir une nouvelle approche, une nouvelle réponse bilatérale franco-indienne à la présence chinoise en Afrique? Je ne le dirai pas ainsi, pour être sincère avec vous, aussi parce que nous avons parlé d'Afrique quand j'étais en Chine il y a quelques semaines, que nous en parlons également avec le Japon, que selon les pays et selon les projets, nous pouvons avoir des stratégies partenariales, que nous avons aussi nos propres stratégies. Et je pense que tout cela s'articule dans un plan de développement qui est nécessaire pour l'Afrique. Moi, ce qui m'importe, et c'est ce que j'ai rappelé il y a quelques mois à Ouagadougou, c'est que nous nous mettions tous en situation d'aider les pays africains à construire leur propre stratégie éducative et de développement économique durable. Je crois que c'est ça la priorité absolue. C'est une priorité en termes de stabilité collective pour l'Afrique elle-même et pour tous les continents voisins dont nous faisons partie. C'est une priorité économique, c'est une priorité migratoire. Et donc à chaque fois qu'il y a des projets pertinents où nous pouvons faire davantage ensemble, nous serons au rendez-vous. Donc c'est une approche pays par pays qui se fera, mais dans laquelle il ne faut pas voir une forme d'alliance de substitution ou quelque concurrence que ce soit, en tout cas pour ce qui est de la stratégie française. Monsieur le Président, sur Pardon. les lignes rouges que vous avez posées en Syrie, vous venez de nous dire que nous avions développé des capacités propres d'action et que vous étiez prêt à nous en dire un peu plus. Alors est-ce que vous pourriez développer, et si la France avait la preuve de l'utilisation d'armes chimiques, quelles seraient les cibles de la France en Syrie? Par définition, je ne vous les donnerai pas aussi précisément, mais pour être très, très clair, nous sommes en permanence en lien avec nos alliés sur le sol, nos alliés sur le plan international, l'ensemble des forces d'intelligence et de sécurité dont ils disposent pour évaluer la situation. Et donc, le jour où nous aurons établi, en particulier avec nos partenaires américains, la preuve irréfutable que cette ligne rouge est franchie, c'est-à-dire qu'il y a l'utilisation létale d'armes chimiques, alors nous ferons ce que d'ailleurs il y a quelques mois les États-Unis ont fait eux-mêmes, c'est-à-dire nous nous mettrions en situation de procéder à des frappes ciblées sur les endroits d'où proviennent les charges ainsi identifiées. Ce que je dis simplement, c'est que nous croisons les informations avec nos alliés, mais pour être très explicite, nous avons la capacité autonome de procéder à ces frappes et à leur identification, si besoin était. Et donc, le jour où le jour où ces informations seront établies, et je le déciderai, nous pourrons y procéder. Monsieur le Président, Catherine Demanja, France 3. Pardon. Le déficit budgétaire devrait finalement être plus faible que prévu et des voix s'élèvent dans la majorité pour demander une redistribution de ce surplus de recettes. Le rapporteur général du budget propose d'en consacrer 20% à des mesures d'urgence. Est-ce que c'est une bonne idée ? J'ai pour doctrine de ne pas parler de sujets de politique intérieure à l'étranger. Ce sujet engageant notre crédibilité en Europe, je dirais simplement que nous sommes bien loin d'avoir le luxe de nous poser la question de redistribuer quelque cagnotte que ce soit quand nous avons encore le niveau de déficit et a fortiori de dette qui est le nôtre. Monsieur le Président, je voudrais revenir sur le dossier de l'EPR, qui est un dossier maintenant qui dure depuis 9 ans. Est-ce que vous pensez qu'il aboutira vraiment? Parce qu'en 2016, on avait déjà entendu que c'était repoussé. Alors cette fois-ci, dans le document final, on parle d'une avancée majeure de début
de concrétisation à la fin de l'année? Est-ce que vous y croyez vraiment ou est-ce que il y a toujours cette espèce de forcing dans les grands contrats? Et puis sur le deuxième aspect, c'est sur le Rafale. Il y a eu 36 Rafales de signés lors de la dernière visite. Il y avait des promesses importantes qui avaient été émises à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il en est vraiment aujourd'hui? On n'a pas eu beaucoup d'éclaircissements sur ce point. Merci. Sur le sujet donc, des EPR, il y a une avancée majeure, parce que pour être très concret, en 2016, c'est une feuille de route qui avait été signée. Là, c'est un accord industriel qui va au maximum de ce que gouvernement à gouvernement nous pouvons faire. Donc nous en avons défini les volumes, le cadre. C'est maintenant une discussion industrielle qui s'engage. Et donc il peut arriver que des accords commerciaux industriels se signent en présence des chefs d'État et de gouvernement, mais nous avons signé le maximum de ce que nous pouvons signer à notre niveau. Et donc c'est maintenant ce qui était en effet reporté depuis plusieurs années. C'est en cela qu'il y a eu une avancée majeure et que nous avons acté cet accord. Maintenant, c'est aux industriels dans les prochains mois de travailler sur les questions de caractéristiques, de production, avec une sensibilité indienne que vous connaissez sur le Make in India, et les questions de prix. Et donc sur ce sujet, même si l'État est l'actionnaire largement majoritaire d'EDF, ce n'est pas l'État ni le gouvernement qui négocie ces paramètres, c'est l'entreprise. Et donc ce sont ces négociations qui se poursuivront dans les prochains mois. Je crois pouvoir dire que, à la fois parce que nous avons clarifié beaucoup de sujets contentieux qui étaient liés au passé sur d'autres contrats internationaux, parce que maintenant les avancées continuent à se faire de manière satisfaisante sur le plan industriel. Je souhaite que dans les prochains mois, nous puissions ouvrir une nouvelle page de l'histoire de l'EPR et que dans ce contexte-là, ce marché est un marché extrêmement important et stratégique. Donc je suis raisonnablement confiant sur la capacité des industriels à finaliser. Quand je dis raisonnablement, c'est que n'étant pas celui qui négocie, je ne peux pas m'engager au-delà de ce qui dépend de moi. Mais en tout cas, je peux vous dire que le maximum a été fait, que tout ce qui pouvait être fait de gouvernement à gouvernement l'a été dans le cadre de cet accord. Ensuite, sur le sujet des Rafales, cela s'inscrit dans le partenariat stratégique que j'évoquais au début de mon propos. Qu'il s'agisse des Rafales comme des Skorpen, ce sont deux étapes importantes du partenariat stratégique signé il y a 20 ans, dont nous avons renforcé très profondément la nature lors de ce déplacement, avec y compris des composantes confidentielles de nos liens de défense. Qu'il s'agisse du Skorpen comme du Rafale, les programmes se déroulent bien et, je dirais, complètement conformément aux engagements que la France a pris. Mais comme vous l'avez sans doute noté, il y a eu des polémiques internes à l'Inde sur le sujet du Rafale, principalement entre le parti du Premier ministre et l'opposition politique, ce qui fait que je pense que la question des volumes à venir dépendra davantage de sujets politiques domestiques que de sujets industriels. Mais si vous avez lu attentivement les accords que nous avons signés, les mots employés sont encourageants, puisque nous avons l'un et l'autre réaffirmé notre volonté de poursuivre le cadre d'accords sur les Skorpen comme les Rafales, et donc de pouvoir poursuivre sur des productions et des volumes nouveaux en droite ligne avec ce qui avait été d'ores et déjà signé. Dernière question. Jérôme Rivet de l'AFP. Vous avez dit que votre volonté de développer des liens entre le cinéma et Bollywood, mais concrètement, comment ça peut se faire? Parce qu'on ne voit pas très très bien les liens entre ces deux cinémas qui sont très très différents. Alors très concrètement, vous avez raison, hein. Il y a deux axes principaux qu'on va développer. Le premier, ce sont les tournages des films de Bollywood en France. Nous avons développé des sites propres. Nous avons aujourd'hui des studios de renommée internationale. Nous avons aussi des paysages, une capacité à aménager ces derniers. Et aujourd'hui, Bollywood a fait quelques tournages en France, mais fait encore beaucoup de tournages. Alors pour les uns en Australie, pour d'autres en Suisse ou dans d'autres pays européens, pour être très spécifique avec vous. Et donc notre souhait, c'est d'attirer le maximum de tournages de Bollywood en France. C'est aussi pour ça, par exemple, que le dirigeant de l'établissement public de Chambord m'accompagnait, Chambord faisant partie de ces lieux qui peuvent attirer beaucoup de tournages de films de Bollywood et étant un paysage attractif sur ce sujet. Je me félicite d'avoir fait beaucoup de publicité dans un autre déplacement totalement privé, celui-ci, il y a quelques mois pour Chambord. C'est un très grand lieu qui a traversé toutes les histoires de notre République, mais je pense que c'est ce que nous devons développer, c'est ce qui va permettre de créer de l'emploi, justement, en France. La deuxième chose, c'est la formation. C'est pour ça que j'évoquais la FEMIS.
Moi, je crois, comme vous le savez, beaucoup au sujet éducatif et de formation. Et donc, nous avons une école qui fait référence en termes de formation, des réalisateurs, des metteurs en scène, des scénaristes. Nous avons aussi de très bonnes formations d'acteurs. Mais sur ces métiers du cinéma, nous avons évoqué l'un et l'autre le souhait de pouvoir développer les liens, renforcer les partenariats. Et dans le cadre des échanges croisés, c'est aussi cela que nous voulons renforcer entre l'école française et l'école indienne. Y a-t-il une dernière question? Allez-y. La France a pris la position que vous évoquez, et d'ailleurs elle a pris des engagements forts à travers le temps, sans avoir quelque ajout que ce soit depuis l'intégration de la Charte de l'environnement dans sa Constitution. Donc l'un n'est pas la condition de possibilité de l'autre. Et j'ai jusqu'à présent montré assez peu de goût pour les modifications cosmétiques, je vous rassure. Donc la France continuera à porter justement sa capacité à décider sur le plan international avec la mise en œuvre de la COP21, le déploiement des engagements pris le 12 décembre dernier au One Planet Summit, son implication dans l'Alliance solaire internationale, ses initiatives bilatérales dans le cadre de ces projets de financement du développement et ses stratégies à l'international que nous continuerons à poursuivre. Nous prendrons aussi des initiatives européennes qui sont extrêmement structurantes dans les mois qui viennent, qu'il s'agisse justement de travail que nous poursuivrons sur le phytosanitaire, comme de la lutte contre les émissions de CO2 avec des initiatives supplémentaires que nous prendrons sur le prix du carbone. Et nous continuerons sur le plan national à déployer le plan climat qui a fait déjà l'objet d'un texte de loi durant les 6 premiers mois de ce quinquennat et conduira à la mise en œuvre très concrète de mesures qui continueront d'être prises. Le Premier ministre est actuellement en train de procéder à des consultations sur une modification de la Constitution. Je me suis montré ouvert à l'idée d'apporter une modification de notre Constitution sur le sujet du climat. Ces concertations, les consultations qui seront faites à l'égard des ONG permettront d'éclairer cet engagement qui n'est pas aujourd'hui encore finalisé. La Charte de l'environnement intégrée au bloc constitutionnel a permis déjà des évolutions. Il s'agit ensuite d'avoir un engagement clair, mais de ne pas créer non plus dans notre pays une incertitude juridique qui conduirait à l'arrêt à peu près sûr de tous les projets. Donc je suis pour un engagement en faveur justement de la lutte contre le réchauffement climatique. Je le confirmerai et mon souhait, si une bonne solution est trouvée, c'est de pouvoir l'acter dans une modification constitutionnelle. Mais je ne le ferai pas aux dépens de la capacité à innover et à avancer de notre pays. Les choses sont ainsi claires. Une fois que le Premier ministre aura parachevé ses consultations, me soumettra avec la garde des Sceaux un projet qui sera retravaillé pour que je puisse le soumettre officiellement à notre Parlement. Je vous remercie.